n'entendent pas croiser les bras lors des prochaines élections. Les femmes et filles de Guinée, retrouvées autour d'une coalition, décident de remettre en route la case de veille, expérimentée en 2013 à l'occasion des législatives dans le but de freiner les dérives liées aux enjeux électoraux. La coalition des femmes et filles de Guinée s'est réunie ce jeudi au Palais de Peuple. La COFIG envisage cette fois-ci le déploiement de 2000 femmes dans tout le pays afin de sensibiliser sur les conflits liés aux élections. Au moment où la case de veille est désormais un modèle exporté à l'extérieur du pays, il est important que cette case de veille, à l'occasion des prochaines échéances électorales, soit implémentée en Guinée, pérennisée, et c'est pour ça que nous avons organisé cet atelier pour partager, enrichir l'expérience, parce qu'au lieu de 660 femmes déployées la dernière fois, nous comptons déployer 2000 femmes sur l'ensemble du territoire pour aider à alerter précocement toute difficulté, tout dysfonctionnement, toute irrégularité pouvant conduire à un conflit aux personnes ou autorités indiquées afin que la solution soit immédiatement trouvée avant qu'il ne soit trop tard. Comment avoir une élection crédible et transparente en Guinée? Nous nous mobiliserons pour que les prochaines élections se déroulent dans les conditions d'apaisement. Et ça, ce n'est pas seulement le jour du scrutin, c'est d'abord impulser un dialogue politique qui permette de construire un consensus autour des points qui sont posés sur la table. Et deuxièmement, faire de telle sorte que nous ayons un observateur impartial par bureau de vote pour pouvoir témoigner de la régularité, de la sincérité des opérations électorales. Et troisièmement, pour qu'on soit capable de construire un discours cohérent, rassembleur de la société civile, autour de notre constat sur la crédibilité des élections. L'implication des femmes dans le processus électoral rassure. Mais que les femmes s'impliquent à ce niveau et avec un tel plan d'action, cela me rassure moi, puisque Madame la Présidente l'a dit, le nombre de participants de COFIG va passer de 600 et quelques à 2000 et quelques. Ça veut dire vraiment que les femmes ont donc décidé de s'impliquer non seulement de façon qualitative, mais aussi de façon quantitative, afin qu'une partie du processus électoral, et notamment le déroulement du scrutin lui-même, ne leur échappe. La coalition des femmes et filles de Guinée, COFIG, dans le souci de pérenniser leurs actions, appelle tous les partis politiques à la table de négociation pour une sortie de crise. Le port du casque étant au moins efficace de réduire les blessures à la tête et les décès provoqués par les accidents de moto, n'est toujours pas respecté par les motocyclistes. Raison pour laquelle, chaque année depuis quelque temps, la direction centrale de la police routière procède à un contrôle spécifique sur le port des casques. Cette mesure drastique ne fait pas l'unanimité de tous les citoyens et les agents de police déployés sur le terrain sont souvent injuriés ou voire frappés. En le propulsant, parfois, il peut tomber sur le goudron ou il peut aller tomber sur un véhicule ou devant un véhicule. L'explication là, même si je ne donne pas d'explication, tout le monde peut comprendre si de tels cas arrivent, ce qui se passe. Parfois, d'autres descendent sous ces ici, les déchirer les chemises, les insulter père et mère. On a beaucoup de difficultés et le verbaliser. Normalement, le non-port de casque, c'est 40 000 francs. Mais parfois, il faut le dire parce que je suis en face de beaucoup de personnes. Parfois, on donne 100 000. Tout ça, là, c'est une forme de dissuasion. C'est-à-dire qu'ils sachent qu'avec le non-port de casque, parce que ça y va dans leur vie. Nous donnons parfois 100 000, ça va dans la caisse de l'État. Un phénomène aussi qui affaiblit les capacités des policiers, comme le confirme cette policière. Dans toutes les zones, on a commencé, mais franchement, on a eu du fil à retordre parce que, en arrêtant un motard, tu ne peux pas siffler un Guinéen pour lui dire arrête-toi, je vais te contrôler, qu'il s'arrête de lui-même. Parfois, vous risquez, nous policiers, on risque en tout cas faire ce que la loi demande. L'arrêter, s'imposer afin qu'il aille acheter. Mais nous refusons, on s'abstient, on refuse de réagir parce que c'est des systèmes, ils veulent vous amener dans un terrain qui n'est pas bon pour vous.
Pour ce motocycliste, l'exigence du port des casques est une pratique importante à sa vue et invite d'autres à son application. Donc no wonde importance ɓe jaɓata ɓe wattagol ɓe watto tawi noon suntiki salike donc o yiya yeeso kala ko heeɓi mo yiyay en tout cas noon no wonde importance kala wattotoɗo yo watto no moƴƴi no wonde importance. Le respect du port des casques revêt une importance croissante en raison de l'augmentation spéculaire de la motorisation de la planète qui résulte dans une très large mesure de l'utilisation fréquente de 2 roues, particulièrement en Guinée. D'inondices, eau stagnante et autres boues. Voici le tableau que présente le plus grand centre des affaires Madina en cette saison hivernale. Reconnu pour son insalubrité, Conakry persiste à présenter toujours le même décor. Les marchands étalagistes cohabitent avec les ordures qui dégagent des odeurs nauséabondes. Longtemps interpellés, les autorités communales et ceux du gouvernorat restent indifférents aux cris de cœur. Et ça défie Regina Mera, on m'a dit non, on va mourir, à la nana Brassel, on va mourir. Yeri Fritoué, on va faire, mais Yeri Fari, Yi n'aura faire. Il sera le fossé qui fira proprement. Ou aller une aura mon homme, allez, à la salle, il ira faire. Mais n'aura mon homme, il fera des amours d'Itana. Pitanga, la Kotanga, n'aura n'a rien. Donc, on a fait un gouverneur, Barakata, Regina Mara, Mali. Malgré les taxes journalières que payent les occupants des lieux, ces femmes ne lésinent pas et pointent un doigt accusateur sur les autorités. Vraiment, vraiment tous les temps c'est mon acquis tous les femmes il est vraiment qu'il a et boire Cependant, un budget important est alloué à l'assainissement de la capitale. Mais ces efforts ne se font pas remarquer dans la propriété de la ville. Qu'à cela ne tienne, l'on observe une certaine cacophonie dans le toilettage de Conakry, à un moment où la zone se trouve touchée par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. C'est pour une réflexion nationale sur le rôle et les missions de l'État en vue de mieux recentrer son action et à redéfinir les domaines d'action des autres intervenants de la société civile, du secteur privé, que le ministère de la fonction publique a mercredi les représentants des institutions républicaines, des députés et des organisations corporatives pour un forum national sur la clarification du rôle et des missions de l'État dans le processus du développement. Une rencontre présidée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans le cadre d'une concertation nationale des acteurs du développement. L'organisation du présent forum national sur la clarification des rôles et missions de l'État dans le processus de développement s'inscrit dans la dynamique d'une concertation nationale des acteurs et se situe dans ce contexte. Essentiellement engager une réflexion nationale sur le rôle et les missions de l'État en vue de mieux recentrer son action et à redéfinir les domaines d'action des autres intervenants de la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers pour ne citer que ceux-là. Il offre une opportunité à toutes les forces vives de la nation pour contribuer à la définition des voies et moyens pour renforcer l'appareil administratif d'État. Les thématiques ci-après seront présentées. 1. Aperçu de l'action de l'État dans le domaine exécutif, problématique et suggestions. Aperçu de l'État et la nécessité du renforcement de la participation des autres acteurs, problématiques et suggestions. Aperçu de l'action de l'État dans le domaine législatif et aperçu de l'action de l'État dans le domaine judiciaire. Selon le professeur Alpha Condé, les gouvernements africains sont confrontés à un certain nombre de phénomènes qui affectent grandement le fonctionnement de l'ensemble des services publics et des institutions de l'État, dont la Guinée n'y fait pas exception. Et particulièrement au niveau de l'administration. Nous savons aujourd'hui que nos pays
nos gouvernements sont confrontés à 3 types de phénomènes. La compétitivité, comment attirer les jeunes cadres lorsque le privé paye mieux, comment les attirer dans l'administration. Deuxièmement, la maîtrise du savoir, surtout avec le développement des nouvelles technologies d'information. Et troisièmement, bien sûr, la concurrence du secteur privé pour l'emploi des jeunes diplômés les plus performants. Comment l'administration guinéenne peut s'adapter à ces différents phénomènes? D'abord en cherchant à s'adapter aux changements et aux tendances en cours. Cette option concerne l'intégration des méthodes innovantes ou l'adoption des connaissances scientifiques, techniques et administratives dans le fonctionnement de tous les services et de toutes les institutions du secteur public. Il faut noter que la conclusion de ce forum servira de base pour guider le processus de refondation de l'État et de rationalisation des missions des structures de l'administration guinéenne. Soucieuse de la situation économique du pays, la Banque centrale de la République de Guinée a présenté ce mercredi dans la salle de conférence un programme d'étude de l'impact de la maladie à virus Ebola sur le système financier guinéen. Objectif, évaluer l'impact de cette épidémie sur le système financier et ses implications sur la mise en œuvre de la politique monétaire et d'échange. Selon les statistiques officielles, à la date du 22 juillet 2015, la maladie a causé en Guinée environ 2062 décès sur 3322 cas confirmés. Les cas probables et suspects sont estimés respectivement à 450 et 11. L'épidémie a déjà touché 25 préfectures sur les 33 que compte notre pays, ainsi que les 5 communes de la capitale Conakry. Au plan économique, tous les secteurs d'activité sont affectés avec des ampleurs plus ou moins différentes. Les projections de croissance économique ont été revues à la baisse. En 2014, nous avons un taux de croissance de 1% et en 2015, nous attendons encore de voir les projections définitives. L'une des conséquences, c'est le recul des investissements. Les perspectives d'emploi ont été compromises dans le secteur productif, notamment dans les industries, les BTP, et particulièrement dans les mines, ainsi que dans le secteur des services. Concernant les risques, la direction de la Banque centrale entreprend des mesures et tente de répondre. Le fait que l'épidémie s'est déclenchée en mars a créé une panique au niveau du système financier. Cette panique, ça a été limité en tout cas dans le secteur financier comparé à ce qui s'est passé au niveau du secteur réel. Vous avez vu les résultats par exemple sur le secteur tertiaire par exemple. Le secteur des services, notamment le transport, l'hôtellerie, le tourisme, ça a été plus catastrophique que dans le secteur bancaire. Mais le risque actuellement réside au niveau du secteur des finances publiques. Aujourd'hui, les recettes ne rentrent pas comme prévu. Pendant ce temps, les dépenses sont difficilement compressibles. Donc ces risques-là peuvent peser nettement sur les acquis de la Banque centrale, mais je pense que les mesures sont en train d'être prises de tous les côtés pour freiner en tout cas l'impact de l'épidémie sur l'économie nationale. La Banque centrale, étant conservatrice de l'économie guinéenne, durement frappée par l'épidémie Ebola, en particulier et en général tous les secteurs d'activité. Elle prépare une offensive pour soigner les saignées financières causées par Ebola. La succession à la tête de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse écrite indépendante fait jaser. La bataille s'annonce acharnée entre les potentiels candidats à la présidence de l'AGEPI. Dans son marathon à la quête de l'électorat, le patron du groupe de presse Fax met en nu les tares du bureau en place. Depuis 2009, il n'y a pas de congrès électif, donc tout le bureau qui est à l'AGEPI actuellement est un bureau illégal. Donc nous avons fait la démarche pour que l'AGEPI puisse
avoir une nouvelle image qui permet à l'ensemble des éditeurs de la Guinée de relever la tête, de regarder les gens en face, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas demander à un journaliste de la presse écrite de couvrir un politique et qu'il écrive quoi que ce soit, encore fut-il vrai, sur ce politique, alors que l'organisation que lui, le Régis, c'est une organisation qui baigne dans la clandestinité, dans l'illégalité, dans le flou entretenu à dessein. Donc, devant la presse, nous avons parlé du fait qu'il y a nécessité de reprendre, de donner une nouvelle image à l'AGP à travers le congrès électif et que certains ne veulent pas cautionner, même en porte-à-faux avec les textes. Et nous ne continuerons plus à être dans ce qu'on appelle le consensus, parce qu'aujourd'hui les textes priment. C'est le fait, les textes priment. 3 ans sans qu'il n'y ait un renouvellement. Nourri d'ambition, le candidat Ibrahima Markoba entend révolutionner le monde de la presse, notamment celle écrite. Tout sera transparent, c'est-à-dire que tous les mouvements de compte de l'AGP seront affichés et sur le site internet et au tableau là-bas. Tout le monde, tous les éditeurs, à travers leurs emails, leurs courriers, seront au même niveau d'information. Maintenant, au niveau de la publicité, parce que c'est là où il y a assez de problèmes, au niveau de la publicité, on a institué un système rotatif pour permettre à l'ensemble des éditeurs qui sont en conformité avec les cotisations, disons qui sont dans la légalité, de bénéficier d'un retour d'affiliation à cette association, qui était une institution qui est aujourd'hui à Lambeau. Allez dans les locaux de l'AGP, vous avez honte d'être journaliste, tant c'est comme ça. Les gens qui ont des titres qui nous paraissent plus jamais, se sont retrouvés à l'AGP pour prendre là-bas en otage. Il y en a qui y passent la nuit. Alors, comment voulez-vous qu'on laisse faire des situations comme ça? Donc, il faut déjà que des gens responsables reprennent l'AGP, qu'ils n'aient pas à tirer sur l'AGP, qu'ils envoient des choses vers l'AGP. Nous, c'est ce qu'on a. On a l'aptitude, on a des réseaux relationnels qui nous permettent de driver plein de choses pour l'ensemble de la presse. C'est la formation et toujours la formation. C'est quoi? La formation au niveau des managers, des directeurs de publication, parce qu'il faut avoir l'aptitude à la fois intellectuelle et le contact pour amener les gens vers ce que tu as comme entreprise de presse. Et ensuite, le niveau écrit, parfois on a honte de se présenter comme journaliste, parce que quand des gens s'expriment ou ils parlent, vous prenez la tête et vous dites au fond, c'est le mot que vous avez utilisé, c'est un vrai faute. Donc aujourd'hui, le chantier est immense. Et il faut tout faire pour relever le niveau. S'agissant des moyens à sa disposition et de ses atouts pour briguer la présidence de l'AGP, le journaliste ne tarit pas d'arguments. Déjà, j'ai des connexions personnelles qui m'ont permis de développer mon média, qui m'ont permis de développer mon groupe de presse, que je peux mettre à contribution. Moi, je suis à la fois journaliste passionné qui est là depuis 1997. Je suis membre de la Fédération africaine de critique de cinéma, c'est notre réseau relationnel. Je suis membre de beaucoup d'autres organisations qui mettent de l'argent sur la presse, mais il faut savoir aller le chercher, cet argent, avec ce qu'il faut et le justif qu'il faut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bloquent, parce que ce pas des bonnes personnes qui sont au niveau de l'AGP. À noter que le mandat du bureau en place est échu depuis 2012 et face à cette illégalité, des voix s'élèvent dans le monde de la presse écrite pour réclamer un congrès électif, congrès qui semble imminent. Au Burkina Faso, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, attaque la mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré devant la Cour constitutionnelle. Adoptée le 16 juillet 2015 par le Conseil national de transition, cette résolution autorise la justice burkinabé à poursuivre l'ex-chef de l'État pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais l'ancien parti au pouvoir et ses alliés évoquent un non-respect des procédures. La saisine est fondée sur une violation des dispositions procédurales, notamment une disposition du règlement intérieur du Conseil national de la transition qui dit que la mise en accusation, le Conseil national de transition doit constituer une commission composée du tiers des membres composant l'Assemblée. La manière dont le vote a été fait ne réunissait pas les conditions requises et prévues par le texte.
Parce que pour la mise en accusation du chef d'État, il est prévu une majorité qualifiée des 4/5 des députés composant l'Assemblée. Alors qu'ils sont 90, les 4/5 font 72 et ils ont voté cette mise en accusation avec 60 voix. Donc à ce niveau également, il y a une situation irrégulière qu'il faut souligner. Le CDP et ses alliés estiment également que la résolution des mises en accusation devrait se faire à bulletin secret, non à main levée. Aujourd'hui, cette saisine de la Cour constitutionnelle suscite des interrogations au sein de la classe politique et de la société civile burkinabé. Je crois que la plainte est engagée contre la personne de Blaise Compaoré pour les actes qu'il a posés, sa responsabilité personnelle qui est engagée dans cette affaire, et non celle des partis politiques qui les soutenaient, où est le principe de responsabilité individuelle des acteurs politiques quand ils posent des actes et qui doivent effectivement répondre devant la nation entière et devant aussi les juridictions compétentes. C'est vraiment toutes ces questions que nous nous posons aujourd'hui vis-à-vis de l'attitude des pays de cet allié. L'ancienne majorité envisage de saisir des juridictions supranationales si elle ne trouve pas gain de cause. Le Conseil constitutionnel a maintenant 1 mois pour statuer. Durant ce temps, la procédure de poursuite de l'ancien président devant la Haute Cour de justice reste suspendue. À quand le démarrage effectif des travaux de l'aéroport international de Glodjikbé au Bénin, à 40 km de la capitale économique Cotonou? Confié à un groupe sud-africain, les travaux d'études de les populations de la localité sont longtemps restées dans l'attente de la mise en place de l'infrastructure. La dernière visite du ministre sud-africain des Transports au Bénin du 2 au 4 juillet 2015 a relancé le débat. Son séjour a été sanctionné par la signature de 2 accords, dont l'un porte sur la construction de l'aéroport de Glodjikbé. La réalisation de cette infrastructure est bien attendue par les populations riveraines. Nous voulons bien que l'aéroport international de Glodjikbé soit réalisé. Vraiment, les autochtones vont trouver du travail à faire. Sur une superficie de plus de 1600 hectares, l'État béninois compte faire de cette infrastructure un hub capable d'accueillir les vols internationaux, mais aussi les aéronefs de nouvelle génération. La construction de l'aéroport de Glodjikbé va soulager l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, dont la position notamment empêche l'extension. Il faut environ près de 450 milliards pour réaliser, donc c'est énorme. Un seul État, un État ne peut pas supporter. C'est ce qui justifie que nous sommes à la recherche de financement. Mais je peux rassurer que nous sommes arrivés à une étape où on peut s'estimer quand même heureux que nous allons connaître le bout du tunnel. Afin d'accélérer le projet, l'État béninois a déjà pris les mesures pour sécuriser le périmètre devant abriter cet aéroport. Le Bénin, pays de transit pour les pays comme le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso ou encore le Niger, veut développer son transport aérien afin de promouvoir son développement. La montée en puissance et la récurrence des attaques terroristes kamikazes de Boko Haram préoccupent les chefs d'État nigérians et camerounais. À la faveur de la visite de Muhammadu Buhari à Yaoundé, sa toute première dans la capitale camerounaise, les deux dirigeants ont échangé longuement sur les questions sécuritaires. Pour le président Paul Biya, les conséquences des actes de cette secte djihadiste affiliée au groupe État islamique nécessitent plus de fermeté et de collaboration. Ces exactions et ces crimes compromettent la paix sociale autour du lac Tchad et particulièrement dans nos 2 pays. Les morts et autres victimes se multiplient. Les activités économiques se crispent dans les zones perturbées. Le nombre de réfugiés et de déplacés ne cesse de s'accroître. Nous ne pouvons pas laisser cette gangrène prospérer. Nous devons mutualiser nos moyens, conjuguer nos forces, partager nos expériences. Taxé de laxiste dans la guerre contre Boko Haram par de nombreux observateurs, le Nigeria souhaite aujourd'hui faire bonne figure. Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2 mois seulement, a réitéré son engagement à vaincre le groupe terroriste dirigé par Aboubakar Sekao. Let me assure all
Permettez-moi de vous assurer de la poursuite des efforts inlassables que je mènerai pour maintenir l'intégrité territoriale du Nigeria, protéger les vies et les biens de nos citoyens, ainsi que mon engagement à continuer à collaborer avec le Cameroun et nos voisins dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad. L'insurrection islamiste de Boko Haram et sa répression par les forces de défense ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. Sur le terrain, les pays engagés dans ces conflits attendent toujours le déploiement de 8 700 hommes de la force multinationale, dont le commandement sera basé à N'Djamena, la capitale tchadienne. La Cour suprême du Rwanda se prononcera le 9 septembre 2015 sur sa compétence à arbitrer le contentieux entre le gouvernement rwandais et le parti d'opposition des Verts. L'affaire qui oppose les deux partis est relative à la modification de l'article 101 de la Constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame. L'audience qui a eu lieu ce mercredi 29 juillet devant les sages de la Cour suprême a permis à chaque parti de présenter son argumentaire. Vraiment, nous avons pu démontrer en fait la compétence de la Cour suprême, tandis que les autres disaient bien que les lois n'ont pas prévu comment la Cour suprême peut protéger la Constitution. Mais le problème n'est pas là. Le problème qu'ils ont réellement évoqué, c'est le problème de l'interprétation des articles qui risque d'être changé. Les parlementaires rwandais ont débuté le 20 juillet 2015 des consultations populaires sur un probable amendement de la Constitution. Une opération qui prendra fin le 11 août prochain. De son côté, le Parti des Verts, opposé à ce projet, reste déterminé pour la suite. Nous appelons les juges à bien se pencher sur ce dossier d'amendement et nous leur faisons confiance. Les nombreuses personnes qui demandent un changement constitutionnel pensent qu'elles ont raison, mais nous leur prouverons le contraire. On va toujours s'opposer à ce projet et plus tard, on va saisir la Cour de justice de l'Afrique de l'Est si on n'obtient pas gain de cause ici. Les sages de la Cour suprême seront en vacances en août 2015. Le procès reprend début septembre. Cette nuit, ils étaient encore des centaines à tenter de passer le tunnel sous la Manche. Un flot de migrants inchiffrable. En une seule nuit, certains font 10, 20 tentatives pour gagner la Grande-Bretagne avant d'être rattrapés par la police. C'est par des navettes Eurotunnel transportant des camions et des voitures que les migrants espèrent fuir. Des hommes, des adolescents, des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes, tous errent sur ce site de 650 hectares dans l'attente de franchir 2 barrières et un sol couvert de barbelés. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de futur, je n'ai rien à manger, pas de couchage, pas de douche, pas de maison. Sur place, des face-à-face bruyants avec les policiers, mais pas de violence. La nuit a été calme. Face à ce flot de milliers de migrants, 120 gendarmes et CRS sont arrivés hier soir, des renforts que les riverains attendaient avec impatience. Cincinnati, le 19 juillet dernier. Reten Singh, policier blanc de 25 ans, patrouille tranquillement dans un quartier résidentiel quand il aperçoit un véhicule à l'arrêt. Il sort de sa voiture et se dirige vers le conducteur. Au volant, Sam Duboz, un homme noir âgé de 43 ans, ceinture de sécurité attachée. Un échange calme débute entre les deux hommes. Reten Singh lui confisque une bouteille d'alcool et lui demande son permis de conduire. Sam Duboz lui répond qu'il l'a oublié chez lui. Le policier essaie d'ouvrir la portière de la voiture. Le conducteur refuse de sortir et rallume le contact. Reten Singh dégaine son arme à feu et abat Sam Duboz d'une balle en pleine tête. L'échange entre les deux hommes aura duré très exactement 1 minute et 54 secondes. Cela fait 30 ans que j'exerce mon métier. C'est l'acte le plus idiot commis par un officier de police que j'ai jamais vu. Totalement injustifié. Le policier blanc a été inculpé de meurtre pour la mort insensée de cet homme noir. Regarder cette vidéo m'a permis de voir que mon fils n'avait absolument rien fait. Il n'avait rien fait du tout pour provoquer cet homme. Les proches de Sam Duboz ont lancé un appel au calme. Nous souhaitons rester en paix. Comme ma mère l'a dit, laissons Dieu mener la bataille.
Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de Cincinnati pour scander des slogans antiracistes. Ce drame s'ajoute à une liste de bavures policières envers des hommes noirs qui commence à devenir bien longue aux États-Unis. C'est l'une des rares images du Mollah Omar, mais elle date d'il y a presque 15 ans. Il était une figure mythique pour les talibans afghans. Hier, les autorités du pays ont annoncé sa mort en 2013 au Pakistan, des suites d'une longue maladie. Une information non confirmée par les talibans, mais que la Maison-Blanche juge crédible. C'est dans la lutte contre l'occupant soviétique dans les années 80 que le Mollah Omar se forge une réputation de guerrier. Après le retrait de l'URSS, il fonde le mouvement des talibans. Il impose un régime religieux impitoyable en 96. Un régime qui apporte son soutien à Oussama Ben Laden. C'est le Mollah Omar qui avait décidé de la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan, un joyau de l'art bouddhique du VIe siècle. Après les attentats du 11 septembre, la coalition internationale intervient en Afghanistan. Le Mollah prend la fuite en 2001. Je suis content que le Mollah Omar soit mort, mais j'ai peur qu'un successeur prenne sa place. Depuis 2001, il était recherché. Les États-Unis avaient offert 10 millions de dollars pour sa capture. Yes. Après plus de 20 ans dans le couloir de la mort, Yacoub Memon a été pendu ce matin. Considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Bombay de 1993, il est le seul condamné dans cette affaire à avoir vu sa peine confirmée. En Inde, les condamnations à mort sont courantes, mais les exécutions rares. À l'approche de sa pendaison, le débat avait pris de l'ampleur dans le pays. Des responsables musulmans y voyaient un mauvais signe. L'avocat de Yacoub Memon parle d'erreur judiciaire. Je suis déçu et mécontent. Je pense que la Cour suprême a fait une erreur tragique et fait preuve de mauvais jugement en condamnant un prisonnier sans prendre en compte sa demande de clémence. L'attentat de mars 1993 est le plus sanglant qu'ait connu le pays. L'Inde est alors secouée par une vague de violence interreligieuse entre hindouistes et musulmans. En ce vendredi noir, une douzaine de bombes explosent à travers Bombay. Bilan, 257 morts et 700 blessés. Pour les victimes, c'est enfin l'occasion de tourner la page. Il a pris la vie de tellement de gens qu'il ne peut pas y avoir de sympathie envers lui. Je pense que cela arrive tard, mais c'est déjà bien que le gouvernement fasse quelque chose. Le corps de Yacoub Memon devrait être remis à ses proches. 3 autres membres de sa famille sont condamnés à vie pour cette affaire. Son frère, connu sous le surnom de Tiger, est quant à lui toujours en cavale. Il est l'un des 2 autres cerveaux présumés de l'attentat. Ce sont des employés d'une association chargée du nettoyage du rivage de Saint-André à l'est de la Réunion qui ont retrouvé le mystérieux débris. Long de 2 mètres, il ressemble à un morceau d'aile. Rempli de coquillages, il serait resté longtemps dans l'eau et pourrait donc être un reste de l'avion de la Malaysia Airlines, disparu sans laisser de trace il y a maintenant plus d'1 an, alors qu'il survolait l'océan Indien. Ce débris est ce qu'on appelle un flaperon. Il est utilisé à l'atterrissage et au décollage. Il pourrait tout à fait appartenir à un Boeing 777. Les océanographes ont toujours dit que si des débris étaient retrouvés, ce serait au sud de l'Indonésie ou à l'est du continent africain ou du Nil. L'Australie, qui coordonne les recherches internationales dans l'océan Indien, s'est greffée à l'enquête française. Le débris ressemble vraiment à une partie d'aile d'un Boeing 777 utilisé par la Malaysia Airlines. Nous accordons un grand intérêt à cette découverte. C'est de loin la première piste crédible que nous ayons. Une référence a été retrouvée sur le débris. Elle doit permettre aux enquêteurs de définir s'il s'agit d'une des pièces du vol MH370, disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Un drame qui reste une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation civile. Un robot tueur infatigable, sans affect, totalement infaillible et pourtant doté d'une intelligence humaine. C'était en 1984 dans Terminator, de la science-fiction. 30 ans après, ces robots tueurs ont une autre forme, mais la question se pose. La réalité va-t-elle dépasser la fiction? Et va-t-on les voir arriver bientôt sur les terrains de guerre? L'hypothèse est de plus en plus plausible et inquiète de nombreux spécialistes.
Dans une lettre ouverte, un millier de personnalités réclament l'interdiction de ces armes, capables de sélectionner, de combattre des cibles, peut-être un jour sans intervention humaine. La question clé aujourd'hui pour l'humanité est de savoir s'il faut engager une course aux armes dotées d'intelligence artificielle ou s'il faut l'arrêter dès le départ. Si une grande puissance venait à développer de telles armes, cette course mondiale serait inévitable. Parmi les signataires, l'intellectuel américain Noam Chomsky ou encore l'entrepreneur milliardaire Elon Musk. Ils estiment que l'arrivée de ces robots soldats est pour bientôt. Et déjà, des systèmes semi-autonomes existent, comme ici à la frontière entre les deux Corées, où de drôles de gardes surveillent la zone démilitarisée. Comme on le voit sur cette vidéo de l'armée sud-coréenne, ces robots guettent chaque mouvement et sont bardés de capteurs, de caméras et surtout de mitrailleuses. Les États-Unis disposent aussi de leurs robots, capables de détecter une cible et de la tuer. Comme le robot coréen, celui-ci repère le danger, demande une autorisation de tir, qu'un soldat accorde ou pas. Mais pour combien de temps? Selon cet expert, le robot est dangereux, car il pourrait tomber dans de mauvaises mains. Il y a lieu de s'inquiéter parce que ce type d'arme n'exige pas de très grands moyens pour être développé, une fois qu'on comprend, qu'on maîtrise la technologie. Et n'importe qui, c'est-à-dire n'importe quel État ou organisation dont les buts ne sont pas forcément louables, pourra les utiliser. Aujourd'hui, les armes autonomes sont principalement employées comme des systèmes de défense. C'est le cas du fameux dôme de fer en Israël, qui protège le territoire contre des roquettes ennemies. Dès qu'une menace est identifiée dans le ciel, un soldat reçoit une alerte et doit confirmer le tir. Alors les champs de bataille vont-ils bientôt ressembler à ça? Des hommes face à des robots. L'intelligence artificielle prendra-t-elle un jour le pas sur l'intelligence humaine? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'es pas au courant du nouveau décodeur StarTime à 35 000 francs et de son nouveau bouquet Nova à 25 000 francs guinéens. Ah bon? Nouveau décodeur, nouveau bouquet, moins cher. C'est StarTime. Le nouveau bouquet, remarquable, adorable